Salut à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic. Encore un triste nul pour les Aiglons, cette fois face à une très faible équipe de Lyon. 3 matchs et toujours pas de victoire pour Francesco Farioli. Il n'y a pas le feu, certes, car les Rouges et Noirs n'ont toujours pas perdu non plus, mais les promesses entrevues doivent se concrétiser par une victoire impérative dimanche face à Strasbourg. Nous parlerons de tout ça, bien sûr, cette semaine, avec tous les copains de la rédaction des sports de Nice Matin. William Imbercé, salut Will. Salut Mika, salut à tous. De retour sur le plateau, c'est avec plaisir qu'on accueille François Paturle. Salut François. Salut Mika. Comment ça va? Tu m'avais manqué. Toi aussi, tu m'avais manqué sur ce plateau. Et la légende, toujours là. Tu m'as arraché une petite larme, mon cher Philippe, ce matin avec ton billet sur le Stade Duré, sur les 10 ans de la DER Duré. Merci à toi. C'est gentil. C'était très beau. Et on en reparlera, tiens, d'ailleurs, de ces 10 ans de la DER Duré dans le Souviens-toi en fin d'émission avec Philippe, bien entendu. Notre invité cette semaine portait encore les couleurs du gym la saison dernière, milieu de terrain international français. Morgan Schneiderlin nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Morgan. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être là. Vraiment, merci beaucoup parce que c'est vrai que tu n'as pas vécu des moments faciles ces derniers temps et d'être avec nous ici, ça nous fait extrêmement plaisir. Merci pour ta présence. Allez, nous allons avec toi bien sûr évoquer ton passage au l'OGC Nice à Strasbourg où tu as été formé, mais pas que, ta carrière internationale, Manchester, les clubs anglais, tout ça. Une carrière bien riche pour Morgan Schneiderlin. Au sommaire de cette émission, également un focus sur Melvin Barr, les dernières heures du mercato avec l'arrivée cette semaine de 3 nouveaux joueurs. Normalement, ça devrait être tout pour l'OGC Nice, mais on ne sait jamais. Et l'avant-match encore de Nice-Strasbourg, donc dimanche à 17h à l'Alliance Riviera. Avant cela, messieurs, on va revenir sur ce 0-0 à mourir d'ennui face à Lyon. Will, comment le gym n'a-t-il pas pu battre l'une des équipes lyonnaises les plus faibles de tous les temps? Ouais, parce qu'on s'attendait à une belle adversité, malgré la spirale négative dans laquelle était l'Olympique lyonnais. Il y a des joueurs de ballon, ça joue au foot, ça peut maîtriser la possession. Et là, au contraire, non, on a vu une équipe lyonnaise en plein manque de confiance, qui signait volontiers pour le nul en fin de match. Ça n'a fait que défendre. Et ce qui nous a manqué, en fait, c'est le surplus du côté de l'OGC Nice pour aller vraiment chercher cette victoire dans le jeu et puis aussi dans le coaching. On va le regretter encore une fois, mais Francesco Farioli peut-être resté un peu scolaire dans son 4-3-3. Il n'a pas voulu aller chercher la victoire plus que ça. Et donc c'est un 3e nul consécutif qui fait que l'OGC Nice fait du surplace, alors que le calendrier va se compliquer. Effectivement, on en parlera de ce calendrier avec Strasbourg, Monaco et le Paris Saint-Germain en particulier à venir. On va regarder les stats de cette rencontre entre Nice et Lyon et on va effectivement voir que sur le papier, la domination niçoise est quand même importante avec 21 tirs quand même dans cette rencontre. Seulement 4 cadrés, ça, il faut le souligner aussi, des ballons touchés dans la surface adverse. 26 ballons touchés, 7 corners, beaucoup de centres qui n'ont pas donné grand-chose, mon cher Philippe, dans cette rencontre. Ouais, moi j'en peux plus des stats. Maintenant, c'est quoi Expected goal, j'ai jamais rien compris à ça. Ouais. Voilà, Ouais. donc maintenant, on se réfugie derrière tout ça, derrière ces chiffres, derrière Tu as raison. 40 centres s'ils vont dans la tribune. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a fini 0-0. Après, c'est vrai que c'était un mauvais match. C'était un petit Nice et un minuscule Lyon. Mais des fois, j'ai vu pire encore que ça. Donc, La première période, c'était assez affligeant quand même. Il s'est rien, mais vraiment rien passé, si ce n'est une parade de Boulka, Will, qui quand même sauvé la mise. Qui est importante face à Amin Sarr. Ouais. Lyon aurait pu même réaliser le hold-up Le au final. hold-up, parfait. Morgan, tu as suivi un petit peu le début de saison de l'OGC Nice, c'est l'arrivée d'un nouveau coach. Évidemment, qu'est-ce que tu penses de ce qui est en train d'être mis en place là? Non, bien sûr, j'ai suivi même quand j'étais en Australie pendant 6 mois. Ça me faisait me réveiller assez tôt, mais j'ai suivi. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a, on va dire, 3-4 mois de ça, je m'attendais à un autre mercato, si je peux dire, voilà, avec tout ce qui a été dit. Je pensais que voilà, ça allait passer de nouveau à une nouvelle étape de l'ère Ineos, si on peut dire. Mais c'est vrai qu'en regardant maintenant, on voit un nouveau coach qui arrive avec un nouveau plan de jeu, avec un nouveau système. On voit des choses qui peuvent être intéressantes, mais on voit aussi que voilà, ça peut prendre un peu de temps. Ça prend du temps. Et d'ailleurs, Dante, après le match face à Lyon, a dit voilà, le coach nous demande de jouer comme ça. Il faut s'habituer à ce que l'on joue comme ça et on ne va pas changer de jeu pour le moment. C'est une remarque qui a pu surprendre aussi parmi certains supporters.
Ouais, ça surprend parce qu'au final, des fois, je pense que l'OGC Nice aura besoin de variation aussi. Ce match-là l'a bien montré, dominer n'est pas gagné. Il avait déjà fait à Lorient, où tu laisses juste une cartouche à l'adversaire et ça suffit pour prendre un but. Lyon, là, il poussait pas plus que ça, mais même toi, tu n'as pas réussi à les étouffer, en fait. Et rester dans ce 4-3-3 en permanence, toujours le même jeu, ne pas chercher à mettre plus de poids dans la surface adverse. C'est là qu'on se demande si en fait l'OGC Nice aura des idées dans des matchs un peu plus compliqués encore. J'ai l'impression que ce gym-là est un peu stéréotypé. Et Déjà. et que si le coach adverse se prépare à contrer le 4-3-3 niçois, il va être tranquille pendant 90 minutes. François, tu étais évidemment toi aussi à l'Alliance Riviera pour suivre ce Nice-Lyon. Et on va peut-être insister sur le rôle de Terem Moffi dans ce système dont parlait Will en 4-3-3. Est-ce que le jeu prôné par Francesco Farioli est compatible avec Terem Moffi? Sans dévoiler tes arguments du pour-contre de tout à l'heure. Non, c'est pas évident en effet, parce que Terem Moffi, c'est plutôt un joueur qui cherche la profondeur, qui a besoin de beaucoup de courses pour s'exprimer. Et c'est vrai que ce Nice-là est plutôt un Nice qui essaye de jouer sur la possession, etc. Donc il n'a pas encore ses repères et c'est un garçon qui manifestement pour l'instant n'est pas en confiance. Et on l'a vu d'ailleurs en première mi-temps contre Lyon, quand il y a cette occasion dans la surface, il rate pas sa frappe, mais il se lâche pas. On a l'impression qu'il pense plus à pas rater qu'à marquer, quoi. Et ça, c'est le problème d'un attaquant qui est pas en confiance. Un gym trop discipliné peut-être, qui respecte un peu trop les consignes du coach, qui veut trop s'appliquer pour l'instant, Morgan, ça peut arriver ça aussi? Oui, peut-être. Après, je trouve ça peut-être un petit peu bien parce que l'équipe doit suivre son entraîneur, c'est important. Après, j'ai vu aussi Dante de temps en temps tenter de jouer un petit peu long pour changer un petit peu cette dynamique. Ça n'a pas pris, c'est pas trop arrivé, mais c'est sûr que voilà, il va falloir mettre un petit peu de piment dans ce jeu parce que surtout des équipes comme Lyon ou des autres équipes qui vont venir vont maintenant un petit peu reculer et jouer en contre. Donc il faudra ce petit piment qui va faire la différence, et surtout avec les individualités que l'OGC Nice a, si on met un peu plus de folie, je pense qu'ils feront la différence sur certains matchs. Ce fameux jeu prôné par Francesco Farioli, il vient beaucoup du triangle, hein, c'est ça, en poste défensif pour récupérer les ballons. Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est la méthode aussi de Roberto De Zerbi à Brighton. Hein. Ouais, faire sortir un peu le bloc adverse. Donc avec Dante, Todibo, la pointe basse Youssouf, qui viennent un peu relayer. Et là où je trouve que l'OGC Nice pêche, c'est dans l'accélération, dans les transitions après. Parce que faire reculer le bloc adverse, ça peut être une bonne situation quand tu fais tourner, mais au bout d'un moment qu'il y a un espace, c'est là qu'il faut aller l'exploiter plus vite. Dans la première intention, dans un ballon peut-être en profondeur. Et c'est là que je trouve qu'il manque cette qualité technique. Kefren n'est pas encore capable de donner ce bon ballon dans la profondeur, dans ce dernier geste. Morgan Sanson ne le fait pas non plus. Et voilà, donc c'est là que c'est un peu trop stéréotypé. Ça balade, c'est coincé, on repart de l'autre côté. Oui, mais à un moment donné, ça manque d'accélération et de punch. Avec deux joueurs sur les côtés, en plus, qui ne sont pas réellement des ailiers. Philippe, pour le moment, ni Gaëtan Laborde, qu'on adore, et qui donne énormément sur le terrain, mais on l'a vu là un peu en difficulté dans ses choix, on va dire, et dans ses centres. Sofiane Diop qui fait un bon match, mais qui lui aussi ne trouve peut-être pas preneur sur tous ses centres. Il va falloir améliorer techniquement aussi ces postes-là. Oui, parce que bon, on l'a vu avec le PSG un petit peu aussi, toute proportion gardée, qui a fait ses 2 premières journées à possession et qui n'a pas été transcendant, qui a perdu des points. Après, quand ils ont eu Mbappé et Dembélé, la possession, tout ça, ça s'est transformé à un moment donné en un jeu différent. Mais bon, Nice n'a ni Mbappé ni Dembélé, et donc moi j'ai peur que ça ronronne quand même beaucoup. Et puis j'attends aussi de voir Boga, qu'est-ce qu'il peut apporter de plus dans ce jeu-là qui au-delà d'être stéréotypé, téléphoné, tout ce qu'on veut, moi c'est pas ma tasse de thé, donc voilà. Boga, François, tu étais à la conférence de presse tout à l'heure, il est apte à jouer pour dimanche, en tout cas il est revenu dans le groupe. Oui, ça fait partie des bonnes nouvelles de la conf. Boga sera disponible pour dimanche. Et une incertitude en revanche pour Thuram, qui a ressenti une douleur à la cuisse et qui ne s'est pas entraîné ce matin, mais il n'est pas forfait. Une décision sera prise. Bien certain. On parlera évidemment de la compo probable avec toi tout à l'heure, Will. On passe au pour-contre.
Le pour-contre, donc, c'est ces 3 matchs nuls de l'OGC Nice. Est-ce qu'il faut déjà s'inquiéter pour cela? On va commencer par toi, mon cher François, parce que tu es de retour, donc honneur à toi. L'inquiet de nature, c'est moi, à la base. Donc ça tombe bien. Oui, ça tombe bien. Oui, pourquoi je suis inquiet? Parce que j'ai l'impression que Nice a laissé passer des opportunités. Nice a perdu des points en route sur ces 3 premières journées. On se retrouve dans cette situation où finalement on joue déjà Strasbourg avec de la pression, avec une certaine pression, et que si tu te rates contre Strasbourg, après tu vas à Paris, à Monaco, et tu peux déjà te retrouver dans une situation difficile. Et donc, en plus on aborde ce match contre Strasbourg, on l'a dit, avec des attaquants qui ne sont pas spécialement en confiance, à l'image de Terem Moffi, donc une situation un peu délicate. Et puis bien sûr, c'est vrai que le mercato, la fin de mercato m'a pas fait grimper au plafond avec la signature de Aliou Baldé, qui est peut-être une pépite, mais qui aura sans doute besoin d'un peu de temps pour se plonger dans le niveau de la Ligue 1. Donc c'est un contexte qui est un petit peu délicat en ce moment, mais si on bat Strasbourg, je ne serai plus tout inquiet. Ça sera le déclic. Voilà. Le déclic ou des claques, comme vous disiez à l'époque. Oui, là, toi. On n'y est pas encore. Mais non, je vais utiliser cette transition, le mercato. C'est que finalement, moi, je me focalise aussi sur une très bonne nouvelle, c'est d'avoir gardé Kefren Turam et Jean-Claire Todibo, qui étaient quand même tes 2 joueurs les plus importants de l'effectif. Donc pour Farioli, pour son système, c'est important d'avoir ces joueurs de qualité. Pour le système défensif de l'OGC Nice, qu'il faut rappeler quand même qu'il y a 2 ans, tu étais meilleure défense. L'année dernière, tu es 2e meilleure défense de Ligue 1. Cette année, ils sont toujours là, Dante, Todibo, Attal, Barre, avec Perrault qui va renforcer, qui va apporter autre chose. Donc on savait que le projet Farioli, le projet de jeu allait réclamer du temps. On est en plein dedans. Mais je vois qu'il y a encore des forces vives à l'OGC Nice, des joueurs qui n'ont pas encore pris leur pleine mesure, des recrues qui n'ont pas encore montré toute l'étendue de leur talent. Donc il faut raison garder. Ce n'est que 3 journées de jouer. Il y a de quoi faire pour se relancer. Morgane, quand une Ligue 1 n'a plus que 34 journées, il ne faut pas perdre de points en route, en tous les cas un petit peu moins peut-être. Non, bien sûr, il ne faut pas perdre de points en route, c'est sûr. Après, voilà, moi je suis pas un inquiet de nature. Pour ce qui est de l'OGC Nice, je les ai vus cette année. Je pense que la difficulté va être de prendre des points rapidement, parce que ça peut très vite être difficile pour les joueurs de jouer dans ce contexte-là. On a pu le voir contre Lyon, où ça a commencé un petit peu à râler un peu dans les gradins par rapport à ce jeu de possession un petit peu. Et là, elle va venir la difficulté pour les joueurs. J'ai été joueur, je sais qu'on ressent ce qui se passe autour de nous. Et à partir du moment où on ressent que les gens qui nous regardent ne sont pas dans la même lignée que ce qui nous est demandé, ça devient difficile. On peut forcer, on peut faire des choix un petit peu plus difficiles, on peut faire des erreurs, et là peut venir la difficulté. Donc il faut prendre des points rapidement pour que tout le monde soit un petit peu rassuré par rapport à ce projet de jeu. On est d'accord. La synthèse, Philippe, de tout cela, est-ce que tu es inquiet, pas inquiet? Solidarité des anciens. Ouais. La vieillesse. les pads. Les pads. Je suis pas inquiet, je pense qu'on va se maintenir. Mais je donne le point à François, parce que je dis pas que je suis mort d'inquiétude, hein, mais je demande où est le signal d'alarme quand même. Je me dis, tu cherches un peu de... Voilà, je cherche, je regarde. Là, on pourra tirer le signal d'alarme, je le regarde. S'il n'y a pas de victoire contre Strasbourg, par exemple? Ah ben oui, parce que pour l'instant, on n'avance pas, quoi. On n'avance pas, on n'a pas vu grand-chose, on ne marque pas, il n'y a pas... Il y a eu un but de marquer. Il n'y a pas eu 50 000 occasions. Deux, pardon. Il est arrivé un gamin de 16 ans, un attaquant de poche, et donc moi je veux bien qu'on ne s'inquiète pas, mais... Et tu joues, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour le calendrier, Monaco et le Paris Saint-Germain. Strasbourg, Monaco, le PSG... voilà, il faut prendre des points. Il faut prendre des points contre Strasbourg. Tu en as parlé, tiens, l'une des satisfactions de ce début de saison, c'est Melvin Barr. On passe au focus. Chose promise, chose due, Will. Si Melvin Barr faisait un bon match contre Lyon, on lui consacrait le focus. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Melvin Barr a fait un bon match contre Lyon. Certes,
face à pas grand monde, mais il y avait quand même Cherki ou Barcola dans sa zone, mais ouais. qui n'ont pas fait un grand match non plus. Faut pas Non, se le cacher mais non plus. Attal a eu plus de mal à contenir Barcola, par exemple. C'est vrai. Donc Melvin Barr, c'est un petit peu la surprise, l'homme en progrès de ce début de saison niçois. Ouais, la bonne surprise. Et le coach l'a dit lui-même la semaine dernière, il était un peu sceptique sur les capacités de Melvin à s'adapter à ce qu'il allait lui demander. Et il le fait plutôt bien, est très agressif défensivement. Ça, c'était une constante chez Melvin, qui ne lâche rien, qui est un garçon qui est plein d'envie. Là où il pêche encore un petit peu, c'est dans son apport offensif. Alors cette année, par contre, il se projette, il est beaucoup plus présent, il est plus juste aussi dans ses transmissions, dans le jeu de couloir. On l'a vu contre Lyon, même si c'est pas lui qui fait des centres, il a provoqué les décalages de Sofiane Diop 2 fois, qui ont amené des occasions dangereuses. Ce qu'a moins fait Attal et avec la board, par Ouais, exemple. Alors qu'Attal a une facilité plus grande de se projeter. Ouais, mais on en parlait tout à l'heure en off un peu avec Morgane. Est-ce que c'est aussi dans les consignes de ce que lui demande Farioli, un peu plus prudent et de rentrer plus à l'intérieur. Donc Melvin, non, fait des bonnes choses. Voilà, lui manque toujours cet apport. Mais je pense que la concurrence de Romain Perraud, qui lui, au contraire, c'est sa grande force, les projections, qualité de frappe, qualité de centre, c'est une concurrence qui peut être saine, qui peut créer une émulation et qui peut porter aussi avantage à Melvin. C'est un joueur avec qui tu as évolué. Et évidemment, Melvin Barr, tu sens toi aussi le progrès chez lui? Ouais, bien sûr. De ce que j'ai pu voir pour ce début de saison, ouais, il est en progrès. Déjà, je l'ai vu beaucoup plus affûté quand il est revenu. Et c'est sûr que, voilà, comme le disait William, certainement que dans ses centres, il doit vraiment progresser pour encore franchir un palier. Et le fait aussi que moi, les saisons où j'ai joué avec lui, peut-être qu'il n'avait pas cette concurrence qui le stimulait un petit peu. Maintenant, il a senti un petit peu qu'il y avait quelqu'un potentiellement qui allait venir. La personne est revenue, la personne de Romain Perraud, et ça va lui donner une motivation supplémentaire, un petit doute supplémentaire chaque semaine pour qu'il soit le meilleur possible. Donc c'est bien pour lui. Et quand on est jeune, on a besoin d'avoir une concurrence et pas de se dire chaque début de semaine, moi c'est tranquille, j'ai personne qui me concurrence et je vais jouer ce week-end. Il était dans un fauteuil peut-être, Melvin Barr jusqu'à présent. On va regarder ses stats en ce début de saison. L'arrière gauche de l'OGC Nice, il a évidemment joué les 3 premiers matchs, 235 ballons touchés, 83% de passes réussies, 3 tirs, 0 cadrés. Et au niveau des dribbles, c'est pas trop mal. Au niveau des dribbles, 8 sur 12, c'est plutôt bien. On l'a mis en valeur. Par contre, sur les duels, peut-être. Mais bon, c'est vrai que c'est encore... Pourtant, il donne tout. C'est un joueur qui quand même, même s'il a des difficultés parfois techniquement, qui ne lâche pas, qui est généreux. Oui, il est généreux. Il va au charbon. Puis on l'a souvent assommé de critiques, c'est vrai. Donc là, c'est bien de le remettre un petit peu... de le remettre un peu en valeur. Voilà. Après, c'est vrai que moi aussi, je suis d'accord. Au niveau des centres, c'est toujours un peu son souci. Parce qu'on est là, on attend, et puis il part une saucisse, quoi. Non, mais c'est une saucisse de Strasbourg. Voilà, c'est dommage, mais là, il fait pas un mauvais début de saison du tout. Ouais. On va mais écouter... il n'a pas grandi, par contre. Non, mais on ne grandira pas plus, je pense. non plus, peut-être pas. On va écouter Francesco Farioli justement sur Melvin Barr, l'une de ses surprises. Il avait dit la semaine dernière de la saison, l'une de ses 3 surprises, mais surtout par rapport à la concurrence, et on parlera après de Romain Perraud. On avait déjà parlé la semaine dernière de la concurrence, et pas que au poste de latéral, ça concerne tous les compartiments du jeu. La prestation de Melvin Barr lors du dernier match, tout le monde l'a vu, il a fait un énorme travail, aussi bien défensif qu'offensif. La sua grande prestazione offensiva e difensiva. Voilà, donc Melvin Barr qui était plutôt bon offensivement et défensivement. Rassure-moi, Morgane, quand on dit la qualité de centre, il faut qu'il s'améliore. On peut s'améliorer dans sa qualité de centre, justement, même quand on est surtout quand on est un jeune joueur. Ça se travaille, ça? Ouais, bien sûr. Il y a des choses qu'on ne peut pas améliorer, comme être un sprinter alors qu'on est en endurance. Mais ça, oui, il peut l'améliorer en travaillant tous les jours, en faisant de l'extra. Ouais. Et après, je pense que lui, il le sait. Il n'est pas naïf sur ça, et il sait très bien. Et peut-être qu'il se pose maintenant un petit peu trop de questions par rapport à ses centres quand il est dans une position où il faut centrer. Il est peut-être trop à la recherche. Je sais que j'en ai parlé aussi avec lui. Peut-être que dans les premiers centres, il doit plus chercher la zone qu'un joueur directement pour un peu
pour un peu se mettre en confiance. Et voilà, mais je pense qu'il va s'améliorer, oui, parce qu'il a mine de rien une belle qualité avec son pied gauche. Donc oui, il va s'améliorer, je suis sûr. Et on le rappelle, Melvin Barr, chouchou de Jim Ratcliffe, le propriétaire de l'OGC Nice. Alors, on va parler du retour de Romain Perraud sous les couleurs niçoises. C'est la petite surprise de cette semaine, parce qu'on ne l'avait pas forcément vu venir. On attendait Lucas Digne, messieurs, on en parlait la semaine dernière, et puis Lucas Digne a encore mis des passes D. Donc du coup, Aston Villa a dit, bon ben, on va le garder, finalement, on n'a pas mieux. Et donc, eh bien, on s'est tourné, enfin Florent Ghisolfi s'est tourné, Will, vers Romain Perraud. Il y a même eu un concours de circonstances, pour être un peu plus précis sur le cas Lucas Digne, c'est Acuna qui devait être son remplaçant et qui s'est blessé pour 6 semaines. Donc quand Aston Villa lui a fait passer des examens médicaux et qu'ils ont vu qu'il fallait 1 mois et demi avant de revenir, ils ont fermé la porte à Lucas Digne. Et en plus, Unai Emery était convaincu que Lucas Digne n'était pas un si mauvais joueur que ça. La preuve, 5 passes D en 3 matchs. Ouais. Donc ça n'a pas fait les affaires de l'OGC Nice et de Florent Ghisolfi, qui était persuadé, qui avait l'accord du joueur et qui était persuadé de le faire. Donc finalement, ils sont revenus sur un plan B qui était déjà amorcé au début de Mercato. Mais on n'en parlait pas. On parlait d'Aït Nouri, on parlait de Sergio Akieme. Mais c'est vrai que Romain Perraud, avant qu'il signe, quasiment le nom n'était pas sorti, quoi. Non. Et puis ça s'est accéléré après le refus d'Aston Villa, oui. Et surtout qu'il y avait de la concurrence sur le dossier, donc il fallait faire vite. Et Lens notamment, qui était très intéressé par Romain Perraud, et encore plus quand ils ont su que l'OGC Nice était dessus. Ouais, donc ils avaient bien petite envie. Guéguerre entre Nice et Lens qui a commencé maintenant depuis le recrutement de Florent Ghisolfi. Mais pour Romain Perraud, c'était une évidence, revenir à l'OGC Nice, un club qu'il avait quitté avec beaucoup pas de rancœur, mais d'amertume, parce qu'il avait eu la sensation de ne pas avoir pu exactement montrer tout son talent dans son club formateur. Donc il revient avec grand plaisir et il va amener une qualité dans cet effectif, une concurrence à Melvin Bard. À l'entraînement, Melvin Bard va pouvoir aussi côtoyer la qualité de centre de Romain Perraud. C'est toujours bon aussi d'avoir sous ses yeux une technique de balle meilleure que la sienne. Et pour l'état d'esprit aussi, en termes d'identité, c'est une très bonne recrue. Romain Perraud, pas besoin d'acclimatation, il connaît l'OGC Nice, il connaît les valeurs de l'OGC Nice, le combat, il l'incarne déjà, et il connaît aussi pas mal de monde dans le vestiaire. Donc ça peut être une acclimatation express pour Romain Perraud. Quand on revient de Première Ligue, évidemment, on est plus fort, fatalement, Morgane. Et là, Romain Perraud, il a quitté Nice en étant un jeune joueur qui n'avait pas trop sa chance. Il a eu sa chance en Première Ligue, il a joué un certain nombre de matchs en Première Ligue. Alors Southampton après est descendu en Championship, mais voilà, il va apporter aussi cette expérience de ces combats de Première Ligue. Oui, bien sûr, c'est sûr. La Première Ligue, ça renforce sur beaucoup de facteurs. Et voilà, j'ai vu les stats aussi de Romain Perraud, je ne sais plus où j'ai vu ça, en termes de sprint, en termes de course à haute intensité et tout. Et voilà, maintenant, c'est comme on en parlait tout à l'heure, il a ça et il faudra voir comment il s'adapte dans ce système où on demande beaucoup aux latéraux de rentrer. Donc voilà, ça va être intéressant aussi de voir ça. Malgré tout, dommage pour Lucas Digne qui était international français. Tu as joué avec lui, Lucas, franchement, ça aurait été vraiment une grosse valeur ajoutée pour Nice. C'est un super joueur, un super gars, il a la grinta et tout, une belle mentalité. Ouais. Donc voilà, c'est dommage, mais comme dit, le foot, c'est comme ça. C'est comme ça peut aller très vite. Ouais. Philippe, convaincu par le recrutement de Romain Perraud, on va le laisser jouer évidemment, mais pour installer cette concurrence avec Melvin Barr, pour pousser un petit peu Melvin Barr. J'avoue que j'ai beaucoup plus de souvenirs de Baratelli que de Romain Perraud. Donc je ne vais pas pouvoir vous parler 27 minutes de lui. On ne te demande pas de parler 27 minutes de Romain Perraud, je te rassure. Moi, je me souviens qu'à Brest, il avait fait une belle saison. Et que je ne sais pas si c'est la première fois que Nice voulait le faire revenir. Je crois qu'il y a déjà eu une saison où... Qu'est-ce qui ne collait pas avec Nice? Rappelle-nous un petit peu, Will. Qu'est-ce qui s'est mal passé entre l'OGC Nice et Romain Perraud? Il a eu sa chance avec Lucien Favre en Coupe d'Europe, notamment. Il avait même été titulaire lors du 16e de finale à Moscou, contre le Lokomotiv. Mais après, à l'OGC Nice, on ne lui a pas vraiment fait confiance. Donc il a dû très vite redescendre avec la réserve de Laurent Bonadei, là où il faisait plutôt des bons matchs. Mais Romain avait la sensation que le club ne lui faisait pas confiance. Il était parti après en prêt au Paris FC, et c'est là qu'il y a eu une fracture.
Romain estimait que l'OGC Nice ne prenait pas assez de ses nouvelles, ne suivait pas sa saison. C'est vrai. Et donc, il se sentait complètement oublié de l'OGC Nice. Et à son retour de prêt, il n'avait plus envie de rester à l'OGC Nice. Il avait des sollicitations en plus. Il avait envie de jouer. Donc, plutôt que de rester dans un couloir bouché, il voulait partir. Et donc, à l'époque, en plus, c'était la période où c'était Gauthier Gannet et les Sino-Américains qui étaient aux commandes du club. Pas les meilleurs défenseurs du produit niçois. Donc ils s'en sont débarrassés pour 2 millions d'euros et Romain a fait après sa carrière. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que Romain à Brest, il a été très bon et salué par tous les supporters quand il est parti. Et c'est encore le cas à Southampton. J'ai un peu regardé depuis son départ. Ils sont unanimes, ils sont tristes de voir partir un joueur qui a toujours défendu le maillot, qui est sur le terrain un vrai guerrier. Donc l'OGC Nice récupère un joueur en forme, esprit guerrier, en concurrence avec un joueur qui a joué aussi 85 matchs avec l'OGC Nice, Melvin Bard. Donc au final, la concurrence va être très bonne. Et rappelle-nous le prix du transfert, parce que il n'y a pas de transfert, c'est un prêt avec option d'achat. C'est un prêt avec option d'achat. L'OGC Nice est devenu un club pauvre. Ouais, mais pauvre, mais toujours aussi malin. Parce qu'il faut dire que Romain Perrault a été vendu que 2 millions à l'époque à l'OGC Nice. Brest l'avait vendu 12 millions aux Anglais. Et là, cette fois, l'option d'achat, elle n'est que de 7 millions. Donc l'OGC Nice, s'il récupère Romain Perrault à la fin de l'année, 7 millions, un garçon encore jeune, je trouve que c'est plutôt une bonne affaire. Donc encore plutôt bien négocié par Florent Ghisolfi. Ça sera bien négocié si évidemment Romain Perrault aussi est bon. Cette saison, évidemment, et qu'il ne retourne pas à Southampton, parce que l'option d'achat n'est pas obligatoire. Si elle est obligatoire, non, elle n'est pas obligatoire. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il fasse ses preuves, contrairement à Morgan Sanson, qui lui c'est quasi obligatoire. C'est quasi automatique, au bout d'un moment. Allez, on va. Oui, vas-y Philippe. Non, je crois que c'est François qui un petit mot sur Melvin Bard. Oui, vas-y. Tu t'es pas interrogé sur Melvin Bard? Non, Francesco. Il dormait. Non, c'est peut-être ma faute. Pour Farioli, Bard a été le meilleur niçois contre l'OL. Donc très probable titulaire dimanche. Oui, contre parce Strasbourg. que surtout que Romain Perrault vient à peine d'arriver, ça serait étonnant de le voir. Ça serait injuste pour Melvin et c'est trop tôt peut-être encore pour Romain qui ne s'est pas encore acclimaté vraiment à ce vestiaire-là. Les dernières heures du mercato. Alors, au moment où on enregistre cette émission, il est vendredi. Quelle heure il est? Il est 16h15. Au moment où on vous parle, vendredi 1er septembre, 16h15. Donc, le mercato ferme dans un peu moins de 4 heures. Peut-être que vous verrez cette émission une fois que le mercato sera terminé. Todibo et Thuram seront partis. On n'aura dit que des conneries. Non, je rigole. Évidemment, là, tu me l'as assuré. Todibo, Thuram, ça reste, ça c'est sûr, Will. Il reste 4 heures. Voilà. Non, plus, tu sais pas compter. 16h jusqu'à 23h59. Ah non, t'as raison, oui, j'ai compté jusqu'à 20h. Moi, non, il reste 8 heures. Ouais. Voilà. Donc, tout est possible dans le football. Mais non, dans la logique des choses, ils ne seront plus attaqués sur ces dossiers-là. Il ne devrait pas y avoir de départ. Bilal Brahimi à Ayoub Baldé. Voilà, l'info du jour, c'est Brahimi officialisé à Brest. Sans option d'achat, un prêt sans option d'achat. Et pour Ayoub Baldé, donc un transfert qui est que de 2,5 millions. Aussi. On avait parlé avec Eric Roy sur le plateau de Bilal Brahimi à plusieurs reprises. Il a dû être tenté peut-être de le prendre, parce que c'est vrai que pour remplacer Franck Honora, c'est un joueur qui va vite. Bilal Brahimi, il a peut-être moins la technicité que d'Honora, mais bon. Et moins la justesse aussi dans le dernier geste, mais après il court, Brahimi. L'OGC Nice, en perdant Brahimi et en récupérant Ayoub Baldé, fait pas non plus... c'est pas une perte pour l'OGC Nice, je trouve. Alors, tu nous parlais des deux recrues en plus de Romain Perrault. Il y a un petit jeune aussi qui est arrivé, Doumbouya. Voilà, défenseur central de 16 ans. Ouais. Alors, apparemment, beaucoup de clubs européens étaient intéressés par ce jeune joueur. L'Ajax Amsterdam, Barcelone, Borussia Dortmund, qui était très très proche de le faire cet été. Et finalement, c'est l'OGC Nice qui a réussi à réaliser ce beau coup. C'est un garçon de 16 ans qui était surclassé à Sochaux avec les U19, peut jouer au milieu, mais c'est surtout considéré comme un défenseur central, un des joueurs les plus talentueux de sa génération, donc 2007, gaucher, très mature,
un peu timide en dehors du terrain, on dirait, mais en fait c'est un garçon qui a beaucoup de recul, très intelligent, très mature, très posé. Et l'OGC Nice mise beaucoup d'espoir sur ce garçon. Et on m'a dit que c'était pas impossible de le voir jouer d'ici 1 an, voire 2 ans. Il s'entraîne avec les pros. Hein. Il s'entraîne avec les pros parce que le but c'est justement qu'il s'acclimate au plus vite et que si jamais il répond aux exigences, il puisse doucement intégrer les matchs et de l'OGC Nice et de l'équipe première. Ouais. Je plaisantais tout à l'heure, Morgane, en disant que le l'OGC Nice était redevenu un club pauvre, mais là pour le coup, sa capacité à attirer des jeunes joueurs de ce type-là, c'est prometteur, c'est très encourageant pour la suite, ça, pour le coup. Ouais, bien sûr, c'est une preuve que voilà qu'ils ont un projet et que les jeunes sont intéressés par ce projet. Parce que c'est vrai que ne pas aller au Borussia Dortmund alors que c'est un club qui est reconnu pour donner beaucoup de chance aux jeunes, voilà, donc c'est bien pour l'OGC Nice et voilà, et Florent Ghisolfi a fait ses preuves à Lens. Je pense qu'avec la cellule qu'ils ont aussi de recrutement, ils vont faire des choses intelligentes malgré le manque de moyens. Défenseur central gaucher, hein, c'est ça, ouais, gaucher. Doumbaya. Bon, il ne va pas remplacer tout de suite Dante, mais on prépare l'avenir, Philippe, c'est plutôt intéressant là aussi. Oui, c'est ce que je vois. J'écoute William. Voilà, j'ai l'impression qu'il va tirer les pénaltys de la tête, quoi, parce qu'il a toutes les qualités du monde. Donc, je vois pas pourquoi il joue pas déjà. Il est monstrueux, quoi. Non, on va pas aller jusque-là. C'est pas ce qu'a dit Will, en plus, hein. J'ai pas ce qu'a écouté dit Willow. J'ai parlé d'avenir, j'ai pas parlé C'est un d'immédiateté. phénomène. Il faut Non, remplacer mais c'est très Dante dans bien. 4 ans. Je ne peux pas me permettre de juger ce garçon. Parce que Dante, il n'est pas prêt de raccrocher encore. Je ne connais Ouais. pas. Il va aller demander son année supplémentaire s'il continue comme ça, lui, à tous les coups. Oui, Bon. Allez, autre si- joueur si- recruté cette semaine par l'OGC Nice, un ailier qui peut jouer d'ailleurs aux 3 postes de l'attaque, Aliou Baldé, pris pour remplacer numériquement Bilal Brahimi, voire plus si affinité, parce que c'est vrai que sur les ailes, pour l'instant, on a dit tout à l'heure, il n'y a pas encore une satisfaction totale. Ouais, c'est ça. Et puis, tu l'as dit, il peut jouer aux 3 postes, ce qui est toujours intéressant. Plutôt rapide, percussion. Il avait mis un très beau but contre l'OGC Nice en match amical contre Lausanne. L'ouverture du score. Il avait enfumé Melvin Barr. Voilà, Melvin Bard n'avait vu que du feu. Et Boulka aussi, qui n'avait pas bougé. Donc, non. Et puis, 20 ans, encore un jeune joueur. Pas cher, 2,5 millions. Qui vient du club ami, hein, du club satellite. Ouais. Enfin, satellite, je ne sais plus qui est le satellite l'un de l'autre maintenant, mais... Mais Bon. il sûrement manque d'expérience parce qu'il n'a joué que 5 matchs en première division suisse cette saison, marqué 2 buts quand même. Mais l'année C'est déjà dernière, pas mal. c'est déjà pas mal. C'est plus que l'OGC. Il a marqué plus que l'ensemble de l'OGC cette Nice. saison, Ouais. en moins de matchs. Certes. Et donc, non, faut pas en attendre monts et merveilles, je pense, mais ça peut être aussi une bonne surprise, et surtout quand on voit que, voilà, comme on l'a dit, Boga, qui est une recrue à 18 millions, n'a pas encore apporté ce qu'on attend de lui, donc peut-être que derrière, Baldé, lui, exploitera le peu de temps de jeu qu'il aura. Un bon jeu de tête. Ça, je sais pas. C'est important pour toi le jeu de tête. Non, mais je crois qu'il fait. C'est pas lui qui fait 1m64. Si. Ouais. Ah, donc, Et le jeu de gym, tête, ça risque d'être compliqué, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Un on va lui petit demander- Bakikone, j'ai lu dans Nice matin. Ouais. François, Et tu as raison, oui, en fait, le gym a flashé sur lui lors du match amical, en fait. Ouais. C'est ce que disait Farioli ce matin, ils ont découvert ce joueur qui leur paraissait très intéressant et ils ont décidé de creuser le dossier. C'est dommage, ils n'ont pas joué contre le Real, on aurait pris le. Allez, on va écouter justement Francesco Farioli à propos d'Aliou Baldé devant la caméra de Philippe Bertini. Per quanto riguarda Balde, è un giocatore che avevamo attenzionato prima della partita amichevole che abbiamo giocato ad inizio anno, perché ovviamente preparando la partita. Alors concernant Aliou Baldé, c'est un joueur qu'on avait suivi dès notre premier match amical. On avait joué contre lui, on avait vu de belles choses, on a eu des sensations très positives. C'est un ailier très rapide, qui est très dur à contenir, capable d'attaquer pied droit, mais aussi de repiquer pied gauche et de frapper. Donc c'est un joueur qui va nous donner davantage d'options et qui va assurément être utile durant la saison. Che sia un ragazzo che ci darà un contributo importante durante la stagione. Voilà donc Francesco Farioli sur Aliou Baldé, l'une des dernières recrues de l'OGC Nice. On passe à l'indiscret. Puisqu'on parlait de mercato, il se termine donc à minuit ce soir. L'OGC Nice s'autorise peut-être à regarder au-delà de ce mercato, Ouais. de cette période de mercato. Oui, parce que le règlement autorise de recruter un joueur libre
en dehors de la période des transferts. D'ailleurs, Morgan nous expliquera que lui aussi, ça peut le concerner. Absolument. Donc oui, l'OGC Nice aura peut-être une opportunité qui va se créer dans les prochaines semaines, les prochains mois, au poste de défenseur central. Oui, parce que Mattia Vitti n'a pas été remplacé numériquement. Non, le l'OGC Nice n'a pas réussi à boucler un peu les dossiers qu'ils avaient en vue. Donc Doumbouya, on l'a dit, c'est quand même un gamin de 16 ans, il faudra lui laisser du temps. Mais peut-être qu'un élément bien plus expérimenté pourrait arriver prochainement à l'OGC Nice. Il regarde un petit peu ce qui se passe autour de ce marché-là. Il regarde. Bon. On suivra ça évidemment avec une grande attention. C'est l'heure du Zap Gym, le meilleur de coulisses de l'OGC Nice, filmé par les caméras d'OGC Nice TV. Salut. Ouais, tout le temps, moi, tout le temps. C'est ma maison ici. Hein. Avant tout, je voulais faire découvrir ça à ma grande fille, qui est une supportrice de l'OGC Nice. Surtout que mon joueur préféré, c'est Thuram. Ça me fait vraiment plaisir. On est à l'hôpital Lanval avec Bad. Et on vient voir les enfants, leur donner un peu de bonheur. Voilà, c'est l'idée. Hein. Bonjour. T'inquiète pas. Tiens, je t'en donne un aussi à toi. C'est mignon. De rien. Les aiglons. Allez, au revoir, allez Nice. Ciao, ciao. Le principe, c'est d'essayer d'imaginer comment la ville et le club, en fait, c'est quasiment l'humaine entité. Comment on devient niçois, comment on est habité par Nice. Maintenant, on a appris à connaître la ville, bien la ville. On a appris des histoires qu'on ne connaissait pas avant. Aussi, on a appris des jeux qui s'appellent le pilou et la moura. Ce soir, la famille de Georget est présente pour recevoir ce trophée tant mérité. Ça faisait ça, mesdames, messieurs, et à Nice, personne n'oubliera jamais El Potro. Pour Georget, l'OGC Nice, c'est sa vie. C'est où il a créé sa famille, où il a évolué en tant que sportif. Son corps, ils sont rouge et noir, c'est sa vie. Il a tout donné, il a tout transpiré le maillot pour ses couleurs et pour ce club. Et il aime la ville, il aime Nice, il est niçois. Ça nous touche énormément, tout ce que le club fait, le président, tout le staff, toute l'équipe de communication, toute la brigade sud en général, tous les ultras en général. On remercie énormément et c'est surtout Georget Duciel qui vous remercie pour tout ce que vous faites pour lui. Voilà donc pour ce Zap Gym et en particulier Philippe, le bel hommage de l'Alliance Riviera et des supporters et du club à Jorge Dominguez. El Potro. El Potro, tu nous en parlais la semaine dernière dans ton Souviens-toi. Peut-être que s'il avait été là contre Lyon, il aurait marqué lui. Ah, c'est possible, lui il marquait des buts, effectivement tu me l'as raconté la semaine dernière. Allez, on passe au tac au tac. On gratte les infos, me dit Will. Le tac au tac, c'est pas un jeu de grattage, mais c'est surtout le moment d'évoquer avec toi un petit peu ton actualité, Morgan. Tu viens donc, alors on va commencer par ce qui est le plus chaud, hein. Tu as signé en Turquie, et puis tu es revenu, ça s'est pas très bien passé, quoi. Oui, après, voilà, je peux pas tout dire, vous allez comprendre. mais non, franchement, les gens là-bas, pour commencer pour ça, m'ont très bien accueilli. C'est un club... C'est un bon club en Turquie. Konyaspor, c'est ça, c'est un bon club en Turquie. Après, c'était pour raison familiale. Alors, j'assure tout le monde parce que j'ai eu beaucoup de messages. Tout va bien dans ma famille, il n'y a pas de souci. Mais c'était plutôt pour le côté, pour mes enfants, surtout pour l'école et tout, ce genre de trucs où les choses ne se sont pas passées comme je l'aurais espéré. Donc voilà, ça a été un choix par honnêteté avec le club. On s'est parlé, on a eu des discussions. Je ne me voyais pas vivre sans ma famille pendant quelques temps. Donc voilà, j'ai fait ce choix et aujourd'hui, je suis libre. Et donc justement, c'est ce qu'on disait, Morgan, tu es libre de choisir un club. Alors toi, tu as la chance de ne pas avoir des dates mercato jusqu'à minuit, ces choses-là. Un joueur libre peut signer où il veut dans un club en dehors des périodes mercato et c'est ce que tu souhaiterais évidemment aujourd'hui.
Oui, bien sûr, je suis attentif à la bonne proposition. Bien sûr, je ne veux pas faire 2 fois la même erreur, donc je fais attention, je prends mon temps, malgré que le temps presse un petit peu, parce que c'est sûr que le championnat a commencé depuis maintenant quelques semaines, et c'est important pour moi de trouver vite un projet sportif. Donc mes agents et moi-même sont en contact avec des clubs, et on va voir comment ça va évoluer. Je ne suis pas dans le rush, parce que pour moi ça finit pas à 23h59 ce soir, ça peut se passer demain, et beaucoup de choses pour beaucoup de joueurs libres se passent le lendemain ou 2 jours après, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont pas faire leur top target, si on peut dire, et qui vont se rabattre un peu sur les joueurs qui vont être libres. Alors, ton ambition, évidemment, c'est privilégier la France peut-être au début, ou pas nécessairement aussi un projet à l'étranger? Non, pas nécessairement, pour tout vous dire, et je ne vais pas vous dire le club, j'ai refusé les propositions au départ de la France, et voilà, j'essaye de voir aussi à l'étranger. J'ai passé 6 mois en Australie, qui était belle d'un point de vue familial et sportif, parce que j'ai retrouvé le terrain. Au Sydney Wanderers. C'est ça, Wanderers. Ouais. Et donc c'était nouveau pour moi, c'était une nouvelle expérience de vie et footballistique. J'ai fait de belles rencontres, mais je ne me voyais pas retourner là-bas pour le foot. Ouais. C'est loin. Après, la vie est fantastique là-bas. Je conseille à tout le monde d'aller en Australie en vacances. Ouais. Si on n'a pas peur de l'avion, parce que c'est long. C'est loin. Il faut le faire en plusieurs étapes. Ouais. Il faut s'arrêter à Dubaï un petit peu 3-4 jours, je pense. C'est ça, c'est bien. Et comment on se prépare du coup, sans club, comment on travaille Ben ouais, c'est vrai que ça, c'est la chose pas évidente. Donc voilà, j'ai un préparateur physique qui me suit depuis pas mal d'années. Et je continue à bosser comme ça. Donc voilà, pour moi, le cardio et l'endurance, c'est pas la chose que je perds le plus facilement, parce que voilà, j'ai toujours été... mais après, c'est vrai qu'à mon âge, on perd plus la vitesse, les appuis. Je fais pas mal de paddle, je fais pas mal de choses comme ça, et je touche le ballon ces derniers temps. Donc, et voilà, on essaye... c'est vrai que c'est pas la chose la plus évidente, mais voilà, on travaille fort quand même. Ce matin, j'ai fait une séance d'ailleurs. Tu es assis à côté de Morgan, oui, il est fit, hein, Morgan, là, il n'y a aucun problème. Carrément, il n'y a aucun souci. Surtout par rapport à nous. Là. Moi, je suis DS, je le prends direct. Tu l'as dit, donc tu as parlé de ton expérience en Australie. On va revenir évidemment sur ton expérience à l'OGC Nice, où tu arrives dans ce projet Ineos qu'on te présente. Tu arrives évidemment en provenance d'Angleterre. Comment tu vis ces premiers mois, ces premiers moments dans cette équipe ambitieuse de l'OGC Nice ? Non, bien sûr. Moi, les premiers moments, voilà, de l'intérieur, je savais que ça allait être très difficile d'aller directement en Champions League, faire des choses comme ça, même si c'était peut-être le discours, mais les joueurs qui sont venus, voilà, on avait un groupe très très jeune, et voilà, comparé à d'autres équipes, ça allait être très très difficile. Donc les premiers mois étaient bien. Je suivais Nice parce que comme je suis le football en général, et c'est vrai qu'en parlant avec Julien Fournier et Patrick Vieira au départ, on était d'accord que c'était un club stable, un club qui avait les mêmes valeurs, les mêmes idées de jeu. Et malheureusement, depuis mon arrivée, c'était tout sauf un club stable, avec le nombre de coachs que j'ai vu passer. Et donc c'était un petit peu ça, la chose frustrante pour moi. La première année, il y avait, d'un point de vue personnel, 4-5 bons mois. J'ai eu un petit trou, je me suis bien rattrapé sur la fin. Et après, en gros, le club... me faisait plus très confiance, donc je ne sais pas pourquoi. J'ai appris des choses après qui resteront en moi, et qui resteront un petit peu dans l'inconnu. Pourquoi ces choses ont été dites et par qui donc voilà, mais si j'ai une fierté, c'est que j'ai jamais rien lâché, j'ai jamais menti aux coéquipiers, et ça, je pense que toutes les personnes vont pouvoir le dire. Avec Galtier, au départ, c'était pas bien passé, j'ai su redresser la barre. Et ça s'est bien passé pour moi en deuxième partie de saison. Et après, avec Favre, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Je l'ai vraiment pris comme un manque de respect, et quelque chose de très dur à vivre. Après, il n'y avait pas de directeur sportif à ce moment-là. Et donc, c'était clairement, il a dit qu'il ne comptait pas sur toi du tout. Voilà. Pas vrai. Enfin, au départ, pas vraiment. On ne me l'a pas dit. C'est ça le problème. Ouais, on ne me l'a pas dit. Et moi, au départ, avec Favre, ce qui s'est passé, c'est que le discours était clair. Le club voulait avoir d'autres joueurs, était passé voilà, avec d'autres idées, des joueurs plus jeunes. Je l'ai compris, mais je ne pouvais pas non plus partir n'importe où. Donc mon discours a été « Ok, je le comprends, je suis
j'aime le foot encore, je ne suis pas satisfait de vivre sur la Côte d'Azur sans simplement. jouer. C'était très dur les 6 premiers mois pour moi. Mais c'est le après, parce que en disant ça, je venais tous les jours à l'entraînement, j'étais bon à l'entraînement. Et au bout d'un moment, comme ils ont pris pas mal de joueurs, il n'y avait plus de place aux entraînements. Donc j'étais vraiment mis à l'écart, à la cave, si on peut dire. Moi et Luca Dacunia, c'était vraiment des moments difficiles et j'étais plus considéré. Donc voilà, tout le monde me demandait ce qui se passait parce que personne ne comprenait pourquoi, alors que j'étais plutôt bon à l'entraînement, même bon à l'entraînement, et que je pense que j'aurais pu aider à certains moments. Donc voilà, la fin ne s'est pas passée comme je l'aurais aimé, et je regrette aussi. Je pense que s'il y avait un directeur sportif qui était là et qui était resté, les choses ne seraient peut-être pas passées comme ça. Il t'aurait peut-être soit trouvé une porte de sortie, soit intégré évidemment au groupe pro sans problème. Ouais, parce que vous savez, pour un joueur de foot, s'entraîner à deux pendant 4 mois, c'est difficile. Ouais, et puis quand même, il faut rappeler que Morgan est international, 15 sélections chez les Bleus, il a vécu une finale de l'Euro en France en 2016, tu étais dans le groupe France, donc on va dire que c'est pas classe, c'est pas clean ce qui s'est passé autour de Morgan. Je suis désolé, on va dire que je m'acharne, mais c'est encore la période où c'est Ineos qui était aux commandes, quoi. Voilà, quand il n'y avait plus de directeur sportif, que c'est eux qui prenaient un peu les décisions, mais ils ont fait encore une fois n'importe quoi. Dans les périodes de mercato, on en a assez parlé, ce qu'ils ont ramené l'été dernier, mais dans la façon aussi dont ils ont traité certains cas, ça montre aussi c'était vraiment n'importe quoi. Et je trouve que c'est irrespectueux de la carrière de Morgan et de son expérience. Et puis quand on voit les débuts de saison de l'OGC Nice sous Lucien Favre, on se demande encore pourquoi Morgan ne pouvait pas apporter quelque chose aussi. Au moins dans la rotation. Voilà. Mais le pire, c'est que, et c'est ça moi qui me frustrait le plus, c'est que voilà, au bout d'un moment, je me suis pas entraîné tous les jours. Je venais et je restais dans mon coin, j'étais content, je repartais à la maison, j'allais à la piscine ou à la plage. C'est que je demandais des explications, je demandais de savoir ce qui se passait. Et justement, le coach Lucien Favre, par manque peut-être de courage, mais il me disait « Non, mais je sais qu'à certains moments, tu peux m'apporter, mais je ne peux pas. » Et quand j'essayais de creuser, on ne me disait pas pourquoi il ne pouvait pas. Alors, est-ce que c'était lui qui n'osait pas me dire les choses? Est-ce qu'il avait des directives? Je sais pas. perdu aussi, Lulu. Ça me rappelle le je ne sais pas, je ne peux pas. Ça me rappelle le Marcin Bulka, Kasper Schmeichel. Quand on lui demandait, mais il ne pas se mouiller publiquement. Voilà, vu les prestations de Bulka et les prestations de Schmeichel, pourquoi vous laissez pas Bulka? Je ne peux pas. Voilà, il disait pas tout, Lucien, mais il avait des ordres au-dessus. Et Lucien aussi très corpo, il balançait pas qui lui donnait des ordres. Mais en tout cas, c'était ce qui se passait à l'OGC Nice. Et donc, s'il faut le dire, c'est Dave Riceford qui donnait beaucoup de ces directives-là. Tu as quand même des regrets sur ton passage à Nice. C'est vrai que quand tu es arrivé, il y avait beaucoup d'attentes. Et on attendait beaucoup de toi, les gens, tout ça. Et comment tu as vécu le fait que, en fait, t'aies pas pu t'exprimer complètement, quoi? Ouais, bien sûr. Moi, oui, il y a des regrets parce que quand on regarde, voilà, il faut être clair, c'était pas. 59 matchs sous les couleurs de l'OGC Nice. Ouais, joué en 3 saisons. C'était pas surtout les 2 dernières années. La première année, c'est vrai. Il faut se rappeler que je revenais de 5 mois de blessure de ménisque. C'était un nouvel environnement, un nouveau championnat. Alors oui, j'avais de l'expérience, mais je pense que les 3-4 premiers mois, on enchaînait beaucoup les matchs avec l'Europa League. Ça s'est pas très bien passé pour nous en Europa League, même pas bien passé. Mais en championnat, on était encore 3e, 4e à ce moment-là, je crois, jusqu'en novembre, où on avait joué Monaco. Et c'est vrai que ce moment-là où on perd Dante, c'est vrai que 3-0. Que c'est vrai que j'avais cette impression où, à partir de ce moment-là, tout le club s'est tourné vers moi et m'a un petit peu demandé directement de remplacer Dante. Alors oui, on m'a fait peut-être revenir pour ça, mais je n'avais jamais ce rôle auparavant. J'avais 30 ans à ce moment-là. Je suis une personne différente que Dante. Il était au club depuis longtemps, il connaissait un petit peu tout le monde, il avait beaucoup de choses. Et ça, c'était aussi dans ma période où j'avais une période un petit peu plus creuse physiquement, où je sentais que moi, physiquement, comme j'avais enchaîné les matchs, c'était un petit peu plus dur pour moi. J'étais un peu moins performant pendant 2-3 mois. Et j'avais pas aussi une continuité collective qui faisait que des fois, je pouvais un petit peu lever le pied et entre parenthèses, me cacher derrière les belles performances collectives et derrière un collectif fort, parce qu'on a vraiment plongé. Après, je me suis repris et j'ai fait une fin de saison correcte, mais c'est sûr que voilà, j'avais des envies différentes. J'avais envie de
retrouver la Champions League avec Nice, faire de belles choses. Mais ça s'est pas passé comme ça, c'est sûr. C'est un petit regret, et ce manque de stabilité aussi n'a pas aidé. Sous Adrien Urcia, tu reviens bien. Il te donne le brassard aussi, ouais. Adri. Donc tu t'es retrouvé un peu responsabilisé et un coach qui te faisait clairement confiance. Ouais, bien sûr. Il me faisait confiance. Il n'y avait pas de souci, on a bien fini. On avait une équipe encore plus costaud avec JC, Willow, Saliba qui étaient là. On avait une équipe, une belle équipe, ce qui n'était peut-être pas le cas novembre, décembre, janvier. Voilà. Donc, Sur un plan physique, pour en terminer, tu as dit, tu fais ta petite préparation dans ton coin, mais physiquement, tu es apte, aucun souci, aucune blessure. Ouais, physiquement, ça fait 1 an et demi, 1 an et demi maintenant que j'ai aucun problème, que j'ai eu aucune même petite blessure. Donc voilà, tout va bien physiquement pour moi et il n'y a pas de souci. Voilà, donc les recruteurs et les directeurs sportifs qui nous regardent, foncez sur Morgan Schneiderlin. Il a encore de belles choses à apporter dans un club de football et dans une équipe professionnelle. On va passer à l'avant-match de Nice-Strasbourg, donc dimanche après-midi, 17h05, du côté de l'Alliance Riviera. Oui, on le disait un peu tout à l'heure, victoire impérative, là, maintenant il faut gagner, quoi. Là, elle devient vraiment impérative, parce que, on va le redire encore une fois, derrière le calendrier est bien plus complexe, avec Monaco, PSG, ce sera un autre calibre, ce sera d'autres physionomies de match. Là, on peut s'attendre encore à une domination de la possession pour l'OGC Nice, mais cette fois, il va falloir la concrétiser, la matérialiser par des buts et de la justesse dans les derniers mètres. Pour en prime le retour de Patrick Vieira à l'Alliance. Et oui, justement, mon cher François, Patrick Vieira de retour à l'Alliance Riviera. Qu'est-ce qu'on se souvient, qu'est-ce qu'on se rappelle du passage de Patrick Vieira ici à Nice? Beaucoup d'espoir à son arrivée, une vague d'enthousiasme, perspective du beau jeu, perspective de retrouver la Ligue des Champions même, on en parlait, et puis malheureusement... La mayonnaise n'a pas pris. Voilà, comme Morgan l'a évoqué mieux que moi, les éléments n'ont pas été pas enchaînés. À la décharge peut-être Philippe de Patrick Vieira aussi, puisqu'on va quand même un peu tempérer tout cela, il arrive dans une période où, excusez-moi les mots, mais c'est le bordel au club, quoi. C'est la niçoise. C'est les actionnaires sino-américains qui débarquent, enfin il y a démission de Riviera qui font venir Patrick Vieira, Gauthier Gannet qui est assez proche quand même de Patrick Vieira, qui lui tourne peut-être un peu le cerveau à un moment donné aussi, qui le prolonge, non qui l'augmente. Qui l'augmente, avec Gilles Grimandi aussi qui intègre le club. C'était un navire sans. Mais c'est pas une parenthèse. C'était pas. Parce que là, on tape sur Ineos là de temps en temps, ça nous arrive aussi ici. Mais on est bien content malgré tout d'avoir quand même Ineos par rapport à la période à cette période-là. Ça, et puis quand on voit ce qui se passe à Lyon actuellement aussi. Aussi, oui, par exemple. Et quand on voit aussi ce qu'il est devenu, tous les clubs qui ont été pris par ses actionnaires et Gauthier Gannet. Et oui, ils sont tous descendus ou déposés de bilan. Ouais, dur. Dur. Bon, on va regarder le classement de cette Ligue 1 après 3 journées. On va voir que Strasbourg a beaucoup mieux réussi son début de saison que les Niçois, avec 2 victoires. Et une défaite. Ils ont perdu, mais ils ont gagné 2 fois. Voilà, ils ont perdu, mais ils ont gagné 2 fois. Ils ont donc 6 points et se retrouvent à la 5e place. Et de l'autre côté, bien l'OGC Nice, 13e du classement avec 3 points invaincus, mais 3 matchs nuls pour les Aiglons. Philippe, tu attends quoi de ce match, outre une victoire? Parce que c'est vrai que ça sera l'Alliance Riviera, et peut-être que les Niçois, après ce match contre Lyon, doivent une petite revanche à leurs supporters. Oui, après, ça va être difficile de demander dès maintenant la victoire, la manière, Je pense qu'il faut gagner là. La manière, tout ça. Après, ils mettront les choses en place, mais là, il faut gagner. Moi, j'ai vu Strasbourg à Monaco, ils n'ont pas existé. Donc, j'aurais du mal à voir Strasbourg se promener à l'Alliance, quoi. Je les ai vus aussi contre Lyon, et j'avais trouvé qu'ils avaient gagné, mais que Lyon n'ait pas été si mal. 2-1. Avec un super match de Bellegarde qui part, qui finalement viendra jamais. Qui va partir. Qui part en Angleterre. En Angleterre,
Donc c'est vrai qu'à Monaco, ils n'ont pas existé à Avec l'extérieur. David Villa aussi, qui va partir de Strasbourg. Ouais. Oui, ça faiblisse là, Strasbourg. Ouais, ils vont arriver affaiblis. Et Bellegarde qui a été décisif contre Toulouse. Ouais. Et effectivement, Ils qui va rejoindre l'Angleterre. Wolverhampton pour Bellegarde. Ouais, ils prennent à peu près 35 millions pour les deux quand même. Il y a 35-40 millions pour les deux. Convoité par Lens, mais qui va aussi prendre peut-être la direction d'Angleterre aussi. De l'Angleterre. Donc peut-être une équipe strasbourgeoise effectivement diminuée. On va écouter d'ailleurs ce qu'a à en dire Sofiane Diop sur cette pression de gagner ce match face à Strasbourg. Il n'est pas tout à fait d'accord, le milieu de terrain niçois. On sait ce qu'on a à faire. On sait que la victoire est importante. Mais on ne va pas commencer on va pas commencer à la stresser après 4 journées de championnat. C'est sûr qu'on veut la victoire, on va tout faire pour l'avoir. Et on verra tout simplement dimanche. Hein. J'ai pas envie de faire de pronostics. Mais non, on sait ce qu'on a à faire et on va tout faire pour gagner ce week-end. Ça transpire pas la sérénité quand même chez Sofiane Diop dans son propos. Il y a beaucoup d'hésitation. C'est pas un cadre, hein, Sofiane. Ouais. Et puis on l'a vu, il a été plutôt bon contre Lyon, mais c'était pas le cas des premiers matchs. Donc il n'est pas dans une grande confiance non plus. Lui aussi, il manque de stats. Donc voilà, il incarne un peu tout ça aussi. Il a dit, François, je crois, il faut qu'il arrête de regarder ses stats, c'est ça, Sofiane Diop? Il ne faut plus qu'il se concentre sur ses stats, mais sur son jeu, peut-être, en conférence de presse. Il me semble avoir lu ça, tu y étais, donc tu n'as pas dû entendre. Tu devais dormir. Il faisait une micro-sieste. Bon, c'est pas grave. Non, Sofiane, ce matin, il a dit qu'il se sentait bien, lui, dans le système de son coach, et que bon, effectivement, il pensait que... Bon, il a failloté, quoi. Ouais, il a failloté, mais c'est vrai qu'il a dit que par contre il était en forme. Il est en forme, il se sent bien, et d'ailleurs on l'a vu quand même contre Lyon, c'était le meilleur joueur en deuxième mi-temps. Donc sur ce plan-là, on ne peut pas le contredire. On passe à la compo probable. Voilà, Will qui va passer de l'autre côté, parce qu'il n'a pas sa place habituelle. Non. Oui. Il a été pris par Philippe Rizouli. Alors la petite animation, t'as vu comme c'est beau cette nouvelle con. C'est magnifique. Alors attends, il a allumé ton micro, il a allumé et franchement, c'est magnifique. Bravo à Philippe Bertini, Sophie Doncé et le pré-presse. C'est éblouissant. Allez, on commence, on attaque cette compo probable avec la ligne défensive. La ligne défensive, donc avec énormément de surprises, comme on le voit. Il n'y aura pas de changement derrière avec Marcin Bulka qui est dans les buts et avec son premier clean sheet contre Lyon, toujours bon pour la confiance. Un mot que t'adores, encore clean sheet, expected goal, tous les mots anglais. La défense, donc Attal, Todibo, Dante, Barre du classique, on l'a dit tout à l'heure. Barre qui devrait continuer sur sa lancée pour laisser le temps à Romain Perrault de s'acclimater. On va passer au milieu de terrain, toujours le 4-3-3. Et là, il y aurait un petit changement. Donc Youssouf toujours en sentinelle, Morgan Sanson à droite. Et Kefren Turam, qui a ressenti donc une petite gêne à la cuisse, pourrait être préservé au coup d'envoi. Et ça profiterait à Hicham Boudaoui. Il boude encore, Boudaoui ? Je trouve que son entrée contre Lyon était bien plus consistante que celle qu'il avait faite à Lorient. Donc c'est un joueur magnifique, Boudaoui. Donc, il peut jouer partout là. De toute façon, voilà, donc très content de le revoir dans le 11 si tel était le cas dimanche. Il pourrait faire un gros match. Sinon, ça serait donc Kefren Turam s'il était rétabli. Ouais. Et en attaque, Et en attaque, ça resterait aussi tel quel, parce que même si Jérémy Boga a bien suivi toute la semaine d'entraînement, je pense qu'il sera aussi préservé au coup d'envoi. On a pris l'habitude avec Francesco Farioli de ne pas prendre de risques ni au coup d'envoi ni en cours de match. Donc, les fameux changements de Farioli qui prêtent un petit peu à... Donc pour l'instant, confiance au même, Laborde à droite, Mofi dans l'axe et Sofiane Diop à gauche. Bon, c'est une équipe niçoise, Morgan, qui a effectivement les moyens de battre une équipe de Strasbourg, comme on l'a dit tout à l'heure, en plus, qui va peut-être perdre 2 joueurs au milieu de terrain en plus. Non, bien sûr, ils ont les moyens. Strasbourg, je les ai vus jouer, et c'est vrai que pour le moment, tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas les meilleures performances sur le terrain. Pour moi, Nice va faire la différence. Après, est-ce que ce sera par rapport dans le jeu collectivement ou ce sera par rapport aux individualités ? Je pense plus que ce sera par rapport aux individualités qui vont faire la différence
sur des choses. Et après, si c'est fait rapidement, peut-être qu'on va voir vraiment un Nice libéré et un Nice beaucoup plus fort collectivement. D'ailleurs, Strasbourg, c'est beaucoup les individualités qui les sortent un peu du pétrin dans les matchs. Bellegarde notamment, qui fait un gros début de saison, qui a marqué sur les 2 victoires, c'est lui qui marque. Donc ils sont un peu sortis par le haut grâce aux individualités. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et Strasbourg, ils ont fait pour l'instant, on fait des gros transferts sur des jeunes joueurs. Et c'est vrai que quand moi je regarde l'équipe, pour l'instant, je connais pas vraiment les jeunes joueurs, mais c'est vrai que je suis pas non plus dans une sérénité absolue par rapport à leur saison cette année. Alors, tu es né à Strasbourg, on peut dire que Strasbourg c'est ton club, on peut le dire, tu as été formé dans ce club-là. Tu as joué que très peu de matchs en Ligue 1 avec Strasbourg, 5 seulement. 5 matchs en Ligue 1, après tu es parti rapidement en Angleterre. Comment tu vois l'arrivée de cet actionnaire, le même que Chelsea, donc la passerelle avec Chelsea, Strasbourg qui commence à dépenser des millions d'euros aussi dans le mercato? J'imagine que tu as encore des contacts, évidemment. Là-bas, tu nous disais tout à l'heure, ton papa était supporter de Strasbourg. Comment on le ressent, ce changement de cap là-bas aussi à Strasbourg? Ouais, très bien. Vous savez, pour Strasbourg, pour mettre autant d'argent sur des joueurs, c'est tout nouveau. Donc tout le monde a vraiment maintenant a des étoiles plein les yeux et tout. Mais là vient la difficulté. C'est-à-dire que les supporters voient les choses en grand, voient un Strasbourg qui va encore franchir un palier. Mais comme j'ai dit, il ne faut pas oublier que c'est des joueurs jeunes qu'ils ont achetés à 20-25 millions. Ce n'est pas des joueurs qui sont confirmés. Donc, non, voilà, mais tout le monde est content. Pour l'instant, tout le monde est confiant. Mais on verra ce que ça va donner. J'ai parlé, oui, avec certains membres du staff, du centre de formation et certains scouts de là-bas qui me disent que maintenant, ils sont heureux parce que quand ils voient des joueurs où ils mettaient le nom en haut de l'affiche, avant ils disaient « c'est pas possible ». Maintenant... c'est possible de les voir débarquer à Strasbourg, donc tout le monde est content au club. Tu es parti très jeune de Strasbourg pour l'Angleterre seulement. Ça a été un choix facile à faire pour toi à l'époque, partir à Southampton et quitter le cocon familial, la ville où tu es né, le club pour lequel où tu as été formé? Ouais, non, à 17 ans et demi, 18 ans, quand vous partez, c'est jamais facile. Par contre, je suis parti avec des certitudes. Je suis parti avec des certitudes parce que c'était dans un club formateur, dans un club qui allait me faire confiance, où j'avais un très très bon feeling. Et voilà, mais c'est sûr qu'arriver dans un pays où on ne parle pas la langue, j'aurais dû plus écouter à l'école en anglais. mais voilà, c'était pas évident, mais ça a été le meilleur choix de ma carrière. 7 ans à Southampton, 261 matchs, 15 buts, c'est bien pour un milieu de terrain aussi. Là, j'étais plus box-to-box. Ouais, t'étais plus box-to-box à l'époque. Et puis après ce passage, évidemment... plus grand club de ta carrière, c'est Manchester United, 2 années assez fantastiques. Ouais, c'était beau. On se rend compte quand on met les pieds dans ce club et quand on va en tournée en Amérique, au Japon, que c'est le plus grand club avec le Real du monde. Même quand on jouait contre Barcelone, il y avait tout le stade qui était en rouge de United. Donc voilà, des moments extraordinaires et ouais, j'en suis fier. Les plus gros joueurs que tu as côtoyés à Manchester, c'était? Il y avait Zlatan, Pogba, Rooney, donc je laisse les gens choisir qui ils préfèrent, c'est toujours dur de dire, mais moi je préfère Zlatan. Moi aussi. Ouais, Zlatan, on va dire. Niveau charisme, quand il rentre dans une pièce, c'est quelque chose. Facile à vivre ou pas tant que ça, comme on le suppose? Si j'ai le temps, je raconte une petite anecdote. Franchement, pour moi, avec plaisir. Pour moi, c'était vraiment... je l'adorais. Il met, c'est vrai, une pression incroyable à l'entraînement. Si vous avez la force mentale, vous êtes plus fort. Si vous ne l'avez pas, vous craquez. Mais moi, le premier jour où je suis arrivé, où Zlatan a signé, enfin le premier jour où je suis arrivé à l'entraînement, j'étais revenu de l'Euro et je savais que Zlatan était là et je rentre dans le centre d'entraînement. Il fallait monter les escaliers pour aller au petit-déj. Et là, d'habitude, je vais toujours dans le vestiaire. Et là, je me dis, bon, allez, je vais prendre mon petit déjeuner avant de me changer et de faire ma préparation. Donc je monte et quand je suis presque à la fin de l'escalier, il y a Zlatan qui est derrière moi et qui me suit. Et il est arrivé plus tôt que les autres comme d'habitude. Moi aussi, j'étais arrivé plus tôt. Et là, on se retrouve au petit déjeuner tous les deux. Tête à tête. Et là, je me dis, putain, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce qu'on se dit et il a directement brisé la glace en disant
Tu sais qu'à Paris, on a pensé à enlever la Tour Eiffel et à mettre ma statue. et là, directement, ça a fait le truc. Et après, on a parlé, on a rigolé, mais franchement, un mec fantastique. Du Zlatan dans le texte. Ouais, c'est bien, vous pouviez parler français tous les deux. Parce ouais, on a parlé anglais à ce moment-là. Ouais, on a parlé anglais. Il parlait un petit peu. Il parlait un petit peu, ouais. Il savait dire des choses en français. C'est quand il avait envie, en fait. On se souvient de ces petites histoires. Allez, c'est l'heure du souviens-toi. Le moment d'émotion, mon cher Philippe, de cette émission, Gym Tonic. 10 ans que l'OGC Nice a quitté le Stade du Ré, ou Stade du Rail, on pouvait dire les deux. On pouvait dire le Ré, le Rail. Le Rail. En niçois, le Rail. En niçois, le Rail. Le Rail. On rappelle Lourail. Lourail parce qu'il y a un petit cours d'eau qui passait, derrière. Et c'est vrai que, je le disais ce matin, ton billet nous a tous mis des frissons. C'est gentil, c'est un stade. C'est un billet que j'ai écrit avec le cœur, donc c'est sûr que c'est un stade qui fait partie de ma vie, comme il fait partie de la vie des Niçois. Moi, j'habitais boulevard Gorbella, donc pas loin. Je montais vraiment au Ré à pied avec mon père, jeune. Et c'est un stade qui a marqué Nice et les Niçois. Là, c'est 1er septembre 2013. Il y avait eu donc ce Nice-Montpellier, dernier match au Rail avec la montée depuis la place Masséna. Depuis la place Masséna de je pense, 10-12 000 Niçois qui étaient montés à pied de la place Masséna au Ré. On voit les images là. Voilà, et c'était ça c'était vraiment mythique, quoi. Ouais, c'était un super cortège. C'était fabuleux, ce cortège. C'est vrai qu'on parle toujours un peu de soi quand c'est ça. J'étais monté avec ma fille sur les épaules, donc pour moi ça a une résonance particulière. Et donc. Et on voit l'image Jean-Pierre River, le maire de la ville, Christian Estrosi, Nice, et l'idole, Robbie Langers. Robbie Langers, l'homme qui avait massacré à Strasbourg. Oui, donc cette montée au Ré il y a 10 ans, elle est ancrée dans nos mémoires. C'est phénoménal. On voit Pancho González. Après le match, bon, c'est vrai que le match, j'ai pas un souvenir impérissable du match. Il y avait eu un 2-2. C'est un Montpellierin qui marque le dernier but. Ouais, hélas, entre le Nice de Claude Puel et Montpellier. Après, il y avait eu des joueurs de légende qui avaient été honorés. Là, on voit Nenad Bjekovic. Qui aurait mis 35 buts en Ligue 1 cette saison. Dominique Baratelli, le plus grand gardien de l'histoire de l'OGC Nice. Pas de l'histoire de France. Non, quand même pas. De l'histoire de France, peut-être pas, mais de l'histoire d'OGC Nice, oui, même si les jeunes mettront toujours Loris devant, ce que je comprends. Ouais. Mais moi, ça sera toujours Doumé, mon idole et mon numéro 1. Mais le Ré, moi, j'en veux à la terre entière d'avoir démoli ce stade. Alors, rappelons que à la base, le projet de grand stade, il aurait dû être construit à l'emplacement du Ré. Et pour des histoires politiques, des malversations, des trucs comme ça. Ça a volé en éclats et on a détruit ce stade. Je sais pas, on aurait pu faire autre chose. Comme je l'ai écrit ce matin, à San Siro, qui devait être détruit. Ils ont mis le veto. Ils ont mis le veto, ils l'ont pas détruit. C'est vrai que ce stade, faut pas oublier qu'il y a quand même des joueurs monstrueux qui ont joué au Ré. Alors on parle d'un petit stade, mais le Ré, on a vu passer Di Stefano, Coppa, Platini, Zidane, Cruyff a joué au Ré avec l'Ajax. Côté niçois, des joueurs comme Pancho González, Vic Nuremberg, Jesu Amalfi, puis après Piantoni, Fontaine, après toutes les stars des années 70, les Baratelli, Hugues Jouve, Guillou, Biekovic, Katalinski. Puis Bocandé derrière. Voilà, Bocandé derrière, avec mon ami Rico, Roger, avec Daniel Bravo, Éric Roy. Voilà, c'est un stade. Monter au Ré, c'était un moment de bonheur, c'était fabuleux. Ce stade, il avait plein de défauts. Il y avait des tribunes qui n'étaient pas couvertes. Ballantes. Voilà, il y avait. C'était tout son charme. Mais
il avait un charme fou. Et puis, c'était le 12e homme. Hein, c'était un volcan. Ça poussait. Quand il y avait de l'ambiance, ça poussait. C'était voilà, moi je suis inconsolable que le Ray ait été détruit, ait été rasé. J'ai beaucoup de mal à passer dans ce quartier Nice-Nord. Tu n'es jamais allé au parc, par exemple? Tu es allé dans ce parc qui remplace en partie le Stade du Ray, avec une partie de la Je passe parfois pour prendre l'autoroute. Il reste juste une petite partie de la population. Il y a encore un stade, bon, ils ont voulu garder un petit peu, mais... il y a la rotonde qui existe toujours. La rotonde, mais c'est vrai que le Ray, c'est un grand stade, c'est un grand souvenir, c'est... voilà, et puis c'est le Ray, quoi. C'est notre vie, notre jeunesse. C'est notre jeunesse, donc c'est pour ça qu'un stade comme ça, il n'aurait jamais dû être démoli, ce stade. Morgane, tu nous disais tout à l'heure, tu as joué au Stade du Ray avec les Espoirs. Ouais, j'ai joué au Stade du Ray, pas avec Strasbourg, mais avec l'équipe de France Espoir quand il y avait le festival de Toulon, et j'ai eu la chance de marquer au Stade du Ray. Donc tu fais partie de la légende du Stade du Ray. Oui, il habitait à côté, donc aussi. Derrière la Populaire Sud, rue Ernest Lérol, de la fenêtre, je pouvais regarder une partie du match parce que je voyais que le camp adverse. Tu m'avais applaudi d'ailleurs. C'est possible, c'est possible. C'est même moi qui t'avais dit de tirer, je crois. Tire. Tu devrais venir plus tôt. Non, François venait au stade en mobilette. En Ciao. Tib, en 103. Ouais, 102, en 102 SP. En 102. Et puis j'avais à la mi-temps le hot dog moutarde incontournable. Les de la cacahuètes de Populaire Fred. Sud. Tu te rappelles des cacahuètes de Fred? Je me rappelle de tout. Il y avait Charlie aussi tiré les pénaltys. Charlie, oui. Charlie, le fou avec de l'OGC. sur la tête. Charlie, sur la tête. C'était fantastique. Il prenait la photo avec l'équipe. Charlie. Magnifique souvenir, évidemment, de. Oui, le Ray. Et puis c'est l'histoire de chacun. Je pense que chacun a une histoire. Chacun a une histoire. Les gens se revoient avec leurs pères, leurs frères, leurs femmes, leurs enfants. Leurs oncles. Donc il est dans l'album de souvenirs de tout le monde, de tous les Niçois, ce stade. Et il faut qu'on ne l'oublie pas, qu'on n'oublie jamais. Perpétue. Voilà, qu'on perpétue ce souvenir. Dans l'album des souvenirs et dans nos cœurs. Du Rail. Voilà. Bon, c'était bien, Philippe. Merci. Merci de nous rappeler tous ces beaux souvenirs de l'histoire du Stade du Rail. Les 10 ans, donc, ça fait donc 10 ans, jour pour jour, que l'OGC Nice a quitté ce stade pour s'installer à Dalmor Seviera, évidemment, où il y aura d'autres belles histoires aussi à écrire dans ce stade. Morgane, merci beaucoup. Plaisir. C'était super. Merci. On souhaite évidemment une belle continuation à toi, qu'un club vite vienne rechercher tes qualités. On sera très heureux, évidemment, pour toi. Messieurs, merci. Merci à toi, Mika. T'as été bon encore. Merci à vous. Avant de se quitter, bien sûr, toute l'équipe de Gin Tonic adresse un énorme bisou et la bienvenue à la petite Anna. On embrasse fort Vincent, on embrasse fort Mathilde, on embrasse fort Léa. On pense à vous, évidemment. Et puis, on est très heureux de ça. Voilà, on félicite Vince. Avec Anna, ça va gagner. Lui, il n'a pas loupé son mercato. Non, mais avec Anna, grâce à Anna, ça va gagner. Anna va nous porter chance. Effectivement. Et juste avant de se quitter, restez avec nous pour le générique parce que vous allez pouvoir voir un documentaire, un web documentaire sur justement la DER du Ray d'il y a 10 ans. C'était un documentaire réalisé par les équipes e-vidéo de Nice Matin. Merci donc à Sophie Doncé, Chloé Voirgard et Philippe Bertini à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très vite pour un nouveau Gin Tonic. Bye bye.